Bien, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Nicolas Zorn, je suis analyste de politique à l'Institut du Nouveau Monde. Et la présentation d'aujourd'hui porte sur les inégalités au Québec. L'idée, c'est de vous en faire un bref portrait des principaux traits, en quoi est-ce qu'on se démarque et en quoi les choses ne sont pas si différentes si on se compare. Bien, la présentation va faire le tour des quelques coûts qui sont attachés à des inégalités sociales et économiques élevées. Également, on va regarder la question, est-ce que le Québec est vraiment le champion de l'égalité? Et finalement, l'accroissement des écarts épargne-t-il le Québec? C'est le plan de la présentation. Dans les années 60-70, les chercheurs qui s'intéressaient à la question des inégalités comparaient leur champ de recherche à regarder le gazon pousser, tellement que c'était excitant, parce qu'il y avait très peu de changements. Depuis les années 80, les choses ont beaucoup changé. Et non seulement les inégalités ont augmenté dans la plupart des pays développés, mais en plus, les institutions internationales, les chercheurs, les experts sur le sujet constatent que les inégalités ont des coûts importants. Elles sont l'un des risques les plus graves pour la stabilité sociale et pour la sécurité de la planète, dit le Forum mondial de Davos. Les inégalités nuisent gravement à la croissance, dit le Fonds monétaire international. Elles sont un germe de division. Elles polarisent les sociétés et bloquent l'ascenseur social, dit Engel Gurria, le président de l'OCDE. Finalement, les inégalités tuent, dit l'Organisation mondiale de la santé. Eh bien, les inégalités ont un coût important qui commence à être bien documenté. D'abord pour la société, on le voit en termes de santé, l'espérance de vie qui est affectée, les maladies, le stress. Également, un coût pour la mobilité sociale. Plus une société est inégalitaire, moins la mobilité sociale sera grande, la capacité d'améliorer son sort par rapport à ses parents. Également, les inégalités sociales élevées nuisent à une foule d'indicateurs sociaux, dont le décrochage scolaire. C'est également un coût pour la démocratie. Démocratie qui est fondée sur le principe selon lequel une personne égale un vote. Mais ce principe, dans une société très inégalitaire, ne vaut pas grand-chose. Il y a des recherches qui le constatent. Le pouvoir politique, dans une société très inégalitaire, est peu influencé par ce principe d'une personne, un vote. C'est également un coût en termes de cohésion sociale et une baisse de participation citoyenne dans les sociétés plus inégalitaires. Et pour ceux qui disent que oui, mais c'est un échange, au moins on a quelque chose en échange, plus de croissance économique, c'est nécessaire, eh bien, ils ont tort là-dessus. Ils ont tort également là-dessus et le consensus en ressort que des inégalités économiques élevées ont un coût pour la croissance, autant sa longueur que sa stabilité, que sa répartition. Et également, si le revenu médian stagne, le revenu de la moitié de la population gagne plus, la moitié de la population gagne moins, c'est le revenu médian. Si le revenu de la plupart des gens n'augmente pas, bien, il y aura moins de consommation. Si cette croissance économique elle est captée de plus en plus vers le sommet, eh bien, cet argent-là a tendance à être épargné, stimuler moins la croissance économique. Il n'y a donc pas de gain de ce côté-là. Et le Québec est-il épargné dans cette hausse des inégalités qui est généralisée? Eh bien, ce tableau montre des statistiques pour le Québec, le Canada hors Québec et les États-Unis, pour 3 types de mesures d'inégalité. D'abord, le taux de pauvreté, ensuite le degré d'inégalité, selon le coefficient de Gini, et finalement la part du 1% le plus riche. Ce qu'il faut retenir de ce tableau, c'est que le Québec fait mieux que le Canada et le Canada fait mieux que les États-Unis. Donc, d'où vient cette tendance à se démarquer en Amérique du Nord? Eh bien, en partie parce que ce sont des choix de société. La société québécoise a fait des choix à travers les ans, à travers les dernières décennies, qui font qu'on se démarque à ce niveau-là, mais également à cause de nos politiques publiques. La fiscalité a joué un rôle important au niveau des inégalités plus faibles au Québec. Fiscalité qui est plus progressive, on a davantage de redistribution.
et l'État est plus présent et donc son financement est plus important qu'ailleurs. Et ce financement-là, il ne part pas dans un trou noir, il finance des services publics. Et des services publics, encore une fois, qui se démarquent. Programme de garderie subventionné, services de protection de la jeunesse, qui mise davantage sur la réinsertion, les frais de scolarité plus bas. On se démarque aussi au niveau des transferts sociaux. Assurance parentale, assurance médicaments, les autres transferts monétaires sous forme de crédits d'impôt plus généreux qu'ailleurs en Amérique du Nord. Et finalement, la société civile se démarque par une plus grande solidarité. La société civile est plus présente, les organismes communautaires sont plus présents, non seulement pour faire entendre leur voix, mais également dans la mise en place de politiques publiques. Les syndicats sont également plus présents au Québec parce que nous avons un taux de syndicalisme qui est plus élevé qu'ailleurs en Amérique du Nord. Et une société qui a un taux de syndicalisation qui est plus élevé tend à avoir davantage d'égalité. Et finalement, les normes sociales au Québec favorisent davantage l'égalité. Ceci dit, est-ce que tout est mieux dans le meilleur des mondes? Pour le voir, on va regarder avec le coefficient de Gini si les inégalités ont augmenté au Québec. Le coefficient de Gini, c'est un indicateur entre 0 et 1. 1 étant une inégalité parfaite, toutes les ressources sont dans les mains d'une seule personne, et un indicateur de 0 signifie une égalité parfaite. Tout le monde a les mêmes ressources. La zone en bleu, gris que nous voyons, c'est le coefficient de Gini. Eh bien, au Québec, si on regarde les revenus de marché, les revenus qui viennent du travail, on constate que de 1976 à 2010, les inégalités ont augmenté, en particulier dans les années 70, 80 et 90. Mais ceci étant, il y a des transferts, on en a parlé tout à l'heure. Bien, le revenu total, c'est le revenu de marché après les transferts. On voit que les inégalités baissent beaucoup à cause de ces transferts. Mais remarquez également que les années 70 étaient plus égalitaires qu'elles ne le sont dans les dernières dates. Et finalement, l'impôt. Le revenu après impôt et transfert, on voit qu'encore une fois, les inégalités ont baissé. Remarquez d'ailleurs que la plus grosse partie de la redistribution se fait au niveau des transferts et non au niveau de l'impôt. L'impôt, c'est davantage pour financer des services publics et également pour plafonner les écarts excessifs. On peut remarquer aussi que dans les 10-15 dernières années, c'est resté stable. Mais il y a des raisons pour ça. Pendant cette période, il y a eu une hausse du salaire minimum, prime du travail qui a été instaurée, des baisses d'impôts pour les familles, l'équité salariale qui a été mise en place, des garderies subventionnées et une hausse de la participation des femmes sur le marché du travail. Ça a un impact pour maintenir ces inégalités, pour empêcher qu'elles augmentent. Donc, l'impact des politiques publiques est important. Mais ceci étant, ce n'est pas une raison pour se réconforter. Le taux de participation des femmes est atteint presque le niveau de celui des hommes, donc cet avantage tire à sa fin. Et également, c'est arrivé à un coût. D'abord, la hausse de l'endettement. Les ménages sont plus endettés qu'ils ne l'étaient dans les 30 dernières années. Et finalement, il y a peu de gains de revenus qui vont à la majorité. Au final, est-ce que c'est une question de pauvreté? Là, ce qu'on a vu, c'est des inégalités dans leur ensemble, mais on ne voit pas c'est quoi la répartition des revenus. Eh bien, il y a 3 façons de mesurer. Statistique Canada définit 3 façons de mesurer la pauvreté, le faible revenu, et n'en indique pas une meilleure que l'autre, ils sont tous complémentaires. Soit ces indicateurs ont baissé dans les 30 dernières années, soit ils sont restés stables. Par contre, ils n'ont pas augmenté. Donc, il n'y a pas eu d'augmentation de la pauvreté. La hausse des inégalités ne provient pas de la pauvreté. D'ailleurs, le Québec se démarque favorablement à ce niveau. Est-ce que c'est au niveau de la classe moyenne? En bonne partie, oui. On voit la croissance économique, le PIB par habitant, qui est la ligne bleue, à l'écran, des 30 dernières années, en fait de 1976 à 2006. Je parlais du revenu médian tout à l'heure.
eh bien, lui, elle a stagné. On est légèrement plus bas qu'on ne l'était il y a 30 ans. Ça, c'est le revenu médian par famille. Il y a eu des changements dans la composition des ménages. Il y a eu certains facteurs qui sont entrés en cause. Mais l'un des plus importants facteurs, c'est la concentration des gains de revenus au sein des mieux nantis, et en particulier du 1% le plus riche. Si on regarde leur évolution dans les 30 dernières années, de 82 à 2012, leurs revenus ont doublé. Pendant cette période, le 99% restant, les personnes qui font moins de 200 000 $ par année ont eu un revenu qui a cru de 6% dans les dernières années. Donc, il y a une concentration des revenus importante. Les inégalités prennent cette forme. Là, on a vu des statistiques, on a vu l'avis des experts, d'institutions. Qu'en pense la population du Québec? Bien, l'Institut du Nouveau Monde a publié un sondage en collaboration avec Léger Marketing à l'automne dernier, et on a posé quelques questions à ce niveau. Et parmi les grands constats, 70% des personnes sondées considèrent que les gouvernements doivent réduire les inégalités. Ça doit être une priorité des gouvernements. Ensuite, 57% d'entre eux, une grande majorité, les réformes ne doivent pas augmenter les inégalités. Ça devrait être un principe de base pour les réformes qui ont lieu présentement au Québec. Et finalement, 73% d'entre eux, presque 3 personnes sur 4, affirment, soutiennent qu'il faut mesurer l'impact des réformes qui ont lieu présentement. C'est important de ne pas naviguer à l'aveuglette. Comment est-ce qu'on mesure les impacts maintenant? C'est moins facile de le faire que de le dire, et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui pour en discuter. Bien, on ne part pas, nous ne sommes pas totalement dans le noir. Il y a quand même des exemples de mesures d'inégalité qui existent, de mesurer les impacts de réformes. D'abord, on peut étudier après coup l'impact de réformes, donc une fois que les réformes ont eu lieu, souvent plusieurs années après. Parmi quelques exemples, notons l'Institut national de la santé publique du Québec qui a publié il y a quelques semaines une étude qualitative sur l'implantation de la mine à ciel ouvert à Malartic, en Abitibi. Leur constat, les inégalités sociales ont beaucoup augmenté au sein de la communauté. Ça, c'est une façon de le mesurer. Une autre façon, c'est des études quantitatives. La Direction de la santé publique de Montréal, en 2011, a calculé l'espérance de vie des différents quartiers de Montréal. Et en comparant les écarts d'espérance de vie, on constate qu'ils peuvent aller jusqu'à 10 ans. Il y a 10 ans d'espérance de vie d'écart entre quartiers riches et quartiers pauvres. Vous savez quel pays a 10 ans d'écart d'espérance de vie? L'Allemagne et le Bangladesh. Il y a d'autres façons aussi de mesurer les impacts. On peut essayer de les estimer avant coup, en se basant sur des études qui existent déjà, mais également sur une simulation. On peut simuler un effet, en particulier pour les politiques fiscales. C'est des chiffres qui se déplacent. Bien, le directeur parlementaire du budget a fait une simulation quantitative de la politique du gouvernement conservateur d'implanter le fractionnement du revenu pour l'ensemble des ménages. Et constat, il y aura probablement une grosse augmentation des inégalités qui va venir à la pièce, qui va venir avec. Autre façon d'évaluer les impacts, on peut consulter les experts. L'OCDE le fait, le Forum de Davos le fait, et l'INM l'a fait il y a quelques semaines. On a réuni un panel de 24 experts, spécialistes, économistes, politologues, sociologues et experts de la santé. Et nous leur avons demandé sur les 16 mesures du budget l'État, lesquelles augmentent ou réduisent les inégalités, est-ce que leur impact est grand ou pas, et on a agrégé les résultats. Eh bien, les résultats, globalement, les inégalités devraient augmenter suite à l'ensemble de mesures du budget l'État. Par contre, on voit que toutes les mesures ne vont pas dans la même direction. Portez votre attention aux deux premières. Le bouclier fiscal et l'abolition de la contribution santé a été estimé par les spécialistes consultés, par le panel, comme ayant une forte incidence pour réduire les inégalités. Inversement,
La croissance nulle du budget de la santé, la croissance négative du budget en éducation ont été jugées comme étant les deux mesures qui auront probablement le plus d'impact pour augmenter les inégalités au Québec. Et finalement, il y a des mesures comme la modulation des tarifs de garderie. Ce qu'on voit, c'est ça n'aura probablement pas d'impact. En fait, les spécialistes que nous avons consultés étaient divisés sur le sujet. Certains disaient les effets seront surtout positifs ou les effets seront surtout négatifs. On agrège ça ensemble, on arrive à pas grand-chose. Alors, il y a ces nuances-là qu'il faut prendre en compte. Et ça montre aussi que ces spécialistes-là ne s'entendent pas nécessairement sur quels seront les effets, d'où l'importance de mesurer les impacts. C'est la présentation que je vous ai présentée, je voudrais y ajouter deux nuances. D'abord, il y a plusieurs visages aux inégalités. Je vais vous en donner trois. L'écart entre les plus riches et les plus pauvres, c'est une facette des inégalités, mais ce n'est pas la seule. On peut aussi parler d'écart entre la classe moyenne et les moins nantis, ou l'écart entre les mieux nantis et la classe moyenne. Et à la limite, les trois sont interdépendants. On pourrait aussi parler d'écart entre hommes et femmes, entre nouveaux arrivants et anciens arrivants. On pourrait parler d'écart entre jeunes et vieux, entre différentes classes sociales, éduqués, moins éduqués. Il y a plusieurs façons de voir les inégalités. Les inégalités de revenus ne sont qu'une facette. Et ensuite, j'ai parlé beaucoup d'inégalités économiques, mais il n'y a pas que ces ressources qui comptent. On parle de ressources matérielles, le patrimoine, la richesse, les revenus. Mais il y a d'autres ressources qui ont un impact sur votre capacité à améliorer votre sort ou pas. Les ressources sociales et politiques. Combien parmi vous connaissez de personnes ou vous-même avez obtenu un emploi à cause de votre réseau? Le réseau social a un énorme impact. Les ressources politiques aussi ont un énorme impact. Ce n'est pas tout le monde qui a le même accès aux députés. Ce n'est pas tout le monde qui a la même compréhension, la bonne compréhension de comment fonctionne le système politique. C'est une ressource importante pour savoir tirer son épingle du jeu. Et finalement, les ressources symboliques, un diplôme, c'est un morceau de papier. Ça n'a pas de valeur intrinsèque. On ne peut pas vendre sur Kijiji son diplôme. Par contre, ça a une valeur symbolique. Ah, vous avez une maîtrise. Vous valez plus. C'est une ressource importante. Donc, ces trois ressources-là sont évidemment interdépendantes. C'est important d'avoir des nuances et c'est important de mesurer les impacts des inégalités pour bien les comprendre. Sur ce, je vous remercie de votre écoute. On a le temps de questions? Alors, merci Nicolas Zorn. Est-ce que j'aurais le temps pour quelques questions? Est-ce qu'il y aurait des questions sur les chiffres qui ont été partagés ou peut-être même d'autres nuances que vous voudriez ajouter, des informations que vous voudriez partager justement pour compléter ce portrait des inégalités économiques et sociales au Québec, l'état de la situation? Oui? Madame, est-ce que je n'ai pas pensé à demander à mon équipe, est-ce qu'on a des micros qui circulent? Comment ça fonctionne? Oui, il y a un micro qui s'en vient. Alors, il y a la dame il y en a un autre qui s'en vient par là. Donc, pour madame, allez-y. Je vous demanderai de vous identifier, puis ensuite de faire votre intervention. Bonjour, Nathalie Chapdelaine, Fondation de la famille J.W. McConnell. En fait, c'était simplement une question de précision parce qu'on n'a pas le temps d'aller dans le détail sur tout ce que vous avez présenté. Le grand tableau avec toutes les politiques publiques qui ont été classées par des experts, est-ce qu'il y a un endroit où on est capable d'approfondir un petit peu plus? Parce qu'à première vue, j'aurais eu 1000 questions pour comprendre pourquoi ils en sont arrivés à ces conclusions-là. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait avoir accès à cette réflexion-là ou il y a des paragraphes pour aller avec ça? Oui, en effet, nous avons publié le bulletin du budget où, outre ce graphique, il y a la méthodologie et tout le reste, et les nuances des panélistes. Ce bulletin du budget est disponible sur notre site Internet. Sinon, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel. On va vous l'envoyer avec grand plaisir. Merci. D'autres questions? Il y en avait une par là, de la part de Viviane Labrie. Monsieur? Oui. Oui, je veux juste ajouter un autre angle qui, pour moi, est très, très frappant. Depuis le déficit zéro, depuis 1997, si on regarde, ça vient compléter tout simplement le tableau, l'amélioration du revenu du cinquième le plus riche, en dollars constants, de 1997 à 2011, s'élève à plus que le revenu du cinquième le plus pauvre dans la population québécoise. Ça veut dire que si on avait décidé de plafonner, dire au cinquième le plus riche, vous êtes déjà les plus riches, vous allez garder votre niveau de vie, on ne le changera pas.
l'argent de plus qu'ils ont reçu, ça aurait été suffisant pour doubler les revenus du cinquième le plus pauvre. Ou, évidemment, on n'aurait pas fait ça comme ça, en mettre plus là et ainsi de suite. Et pour moi, c'est un constat que l'idée de cheminer en disant vers une société à pauvreté zéro, elle était réalisable économiquement en termes de masse monétaire. Alors, ça pose la question, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi on tolère qu'il y ait une amélioration si grande des niveaux de vie de la partie la plus riche de la population, alors que l'autre partie stagne ou, dans certains cas, est en régression? Voilà. Ce sont des choix politiques. Les inégalités étaient plutôt faibles pendant les fameuses 30 glorieuses, les 30 années qui ont succédé la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'il y avait des institutions politiques qui ont été mises en place. Il y avait des institutions du marché du travail qui ont été mises en place. Avant ça, la société était très inégalitaire. Il y a eu des choix politiques qui ont été faits, qui sont manifestés avec une volonté de le faire. On s'est dit, bien, ça devrait être ça la priorité. Aujourd'hui, l'une des façons de le faire, ça peut passer par la fiscalité, ça peut passer par les services publics. Il y a différentes ressources, on l'a vu. Et il y a le logement, il y a l'éducation, il y a d'autres choses qui ne se reflètent pas nécessairement au niveau des ressources monétaires, mais au final, c'est vraiment une question de priorité. Et c'est sûr que faire le débat est important à ce niveau. Et pour que ça devienne une priorité, il faut le mettre à l'agenda public. Et là, ça devient une question politique. Madame au milieu, juste à côté de Madame Labrie. Vous êtes en désaccord avec elle, évidemment. Bonjour, j'ai trouvé intéressant que vous mettez l'accent sur la classe moyenne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant qu'on ait les politiques de redistribution, il y a toute la problématique de distribution. Et c'est ça qui est devenu de plus en plus inégalitaire. On dit toujours qu'il faut l'éducation pour améliorer son revenu, mais le fait est que les gens éduqués maintenant gagnent de moins en moins cher relativement à des générations précédentes. Et ce qui était pendant les 30 glorieuses, la source de réduction des inégalités était la syndicalisation et la possibilité pour les travailleurs, y inclus ceux de la classe moyenne, donc dans le secteur public, les cols blancs, de pouvoir défendre leurs droits. Et c'est ça qui s'est affaibli au Canada puis un peu partout au monde. Un autre petit détail, vous avez mis sur le tableau sur les politiques sociales que je trouve intéressant, que la réforme sur les services de garde va réduire légèrement les inégalités. Selon nos 24 experts, quand on agrège les résultats, mais ils sont en désaccord les uns avec les autres là-dessus. Mais ce que j'allais dire, c'est que peut-être que dans un premier temps, ça a l'air de réduire les inégalités parce que ça augmente les frais seulement pour les plus riches, mais ça va avoir des effets induits sur la participation des femmes au marché du travail, surtout combiné avec le fractionnement de revenus, la Harper. Et donc, ça pourrait, quand on regarde ce deuxième effet, accroître les inégalités. C'est intéressant que vous mentionniez le court terme et le moyen terme. Oui. Nicolas? Vous avez tout à fait raison, et c'est le genre de nuances que les spécialistes du panel ont ajouté, dans le sens qu'il y a des effets qui vont dans tous les sens avec cette réforme-là. Et est-ce qu'on parle du court terme, est-ce qu'on parle du long terme? Et à ce niveau-là, effectivement, il y a des nuances qui s'imposent, d'où l'importance de mesurer l'impact réel des inégalités, de le faire davantage qu'au final avec un peu une règle du pouce. Ceci étant, pour l'emphase sur la classe moyenne, l'un des systèmes les plus progressifs en termes de progressivité du système fiscal, c'est aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils taxent très peu. Puis au final, il y a peu d'argent qui s'en va dans les services publics, mais tout le monde paye moins d'impôts, en particulier les plus riches, mais pas seulement. Et cette progressivité-là, elle peut être moins forte à bien des égards au niveau des pays scandinaves, où tout le monde paye beaucoup d'impôts. Tout le monde en reçoit aussi, en échange. Et c'est vrai que, puis je suis d'accord avec votre observation, la redistribution, elle est plus facile lorsque l'ensemble de la société en profite, avec des services publics.
Les pays qui concentrent leur redistribution, il faut seulement aider les moins nantis, et il faut que l'État fasse rien d'autre, ce sont les pays anglophones qui, par ailleurs, sont les pays les plus inégalitaires. Alors, effectivement, c'est une nuance importante à apporter. Merci. Alors, je pense que j'enchaînerai avec le reste de la programmation. Merci, Nicolas Zorn, pour cette présentation.